Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être ici et de vous accompagner lors de cette journée avec la tâche un peu spéciale d'être grand témoin. Je ne sais pas si le mot grand est justifié, mais enfin bon, en tout cas d'essayer d'être un peu le fil rouge, je préfère cette expression, de tout ce qui va se dire et ça a commencé très fort. Alors, moi, je vais vous parler de projection. L'avenir, hein, selon la définition de Pierre Dac, évidemment, il est aléatoire, mais c'est justement encore plus intéressant d'essayer de le projeter et donc d'exercer de l'intelligence sur les scénarios qui peuvent advenir. Donc, je vais préparer un petit... voilà. Donc, d'abord, quelques constats. Je vais aller vite parce que déjà, vous savez beaucoup de choses. Ensuite, qu'est-ce que la science dit là-dessus? On part toujours du socle des connaissances. Hein. Une approche de prospective. Bon, on part d'un travail qui a été fait, qui est récent. Et puis j'ai donné deux exemples qui me paraissent particulièrement emblématiques de la perception et des réactions par rapport à ce type de problématique. Donc d'abord, on connaît beaucoup de choses déjà sur les contraintes liées à la montée du niveau de la mer. Avec, je vais passer rapidement, hein, vous savez que c'est lié au changement climatique. Il y a quelques années, il fallait le démontrer, maintenant ça va. C'est souvent associé à des tempêtes. Alors c'est un point important. On imagine que la mer monte comme dans une baignoire. Hein. Non, c'est une baignoire qui est de plus en plus agitée. Donc il faut aussi, hein, et la faute sur mer d'ailleurs, c'est aussi la combinaison d'une tempête, d'une dépression et d'une marée haute. Elle érode le littoral, ça vous le savez, elle affecte le monde rural et les villes hein, par la salinisation des nappes phréatiques, elle touche les infrastructures, les activités humaines, elle menace le patrimoine, tout le monde a en tête Venise. Hein. J'en reviens d'ailleurs, j'étais la semaine dernière pour un séminaire européen sur qu'est-ce qu'il faut faire des villes menacées. Alors on peut mettre 6 milliards pour sauver Venise, mais qu'est-ce qu'on mettra pour les autres villes exposées moins connues? Elle menace des îles. Bon, nous on n'est pas tellement menacés, bien que vous voyez, il y a eu l'exemple de l'île Nouvelle, mais enfin bon, c'est pas non plus un peuplement important. Par contre, il y a des îles-États, et là ça pose un vrai problème. Il y a aussi un peu de vert, hein. Le vert c'est le positif. Hein. J'ai bien aimé tout à l'heure d'ailleurs qu'on signale qu'il y a des choses positives. Hein. S'adapter, c'est pas forcément que des catastrophes. Donc il y a des opportunités de valorisation. Il faut se creuser un peu la tête, mais on en trouve. Et puis elle ouvre des opportunités aussi pour la technologie, le rêve, etc. Donc l'intelligence humaine, de ce côté-là, n'est pas avare. Alors qu'est-ce que dit la science? C'est des choses connues, donc je vais passer rapidement, vous aurez un seul graphe. Hein. Grosso modo, ça monte et ça s'accélère. Voilà, je ne la fais pas dans le compliqué. 3 chiffres à conserver. Hein. Il y a 60 ans, la mer montait d'environ 1 mm par an. Puis il y a 30 ans, elle montait de 2 mm. Il y a 20 ans, de 3. Et maintenant, c'est 4 mm. On commence à s'approcher du demi-centimètre. Ça fait beaucoup. Donc il faut avoir ça en tête. Et du coup, c'est pour ça que le GIEC aussi révise ses projections d'élévation du niveau de la mer, comme on voit ici. Hein. Bon, grosso modo, on est entre 60 et 110 cm à la fin du siècle. Hein, c'est toujours la référence 2100. N'oubliez pas que ces projections sont faites en l'absence d'intégration de la fonte de la calotte glaciaire sud de l'Antarctique. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la modéliser correctement. Donc vous voyez, il y a un gros bémol. Hein. Et puis je rappelle aussi qu'il y a 3 sources d'élévation du niveau de la mer. 1, la fonte des glaciers terrestres. 2, la fonte des calottes glaciaires. Et 3, le gonflement thermique. Comme vous le savez, tout ce qui chauffe gonfle. Donc voilà, c'est un tiers à peu près chacun. Alors, vous allez me dire, bon, on va parler de la prospective. Souvent, je fais de beaux exposés de prospective. Puis à la fin, il y a quelqu'un qui vient timidement me demander, au fait, c'est quoi la prospective? Donc maintenant, je le mets avant. Il y a pas mal de définitions, même Churchill s'y est mis, effectivement. Et donc là, moi je propose cette définition, c'est l'analyse d'une question précise, structurée autour d'un système dynamique à 10 ans au moins, sinon ce n'est pas de la prospective pour moi, dans un espace donné, c'est circonscrit dans l'espace, c'est circonscrit dans le temps aussi, à combien de temps, avec des variables et des acteurs, tout ça bouge, hein, admettant des ruptures, trop souvent on a une pensée linéaire, et visant à éclairer la décision et l'action. Pas plus. Hein. Je ne suis pas un gourou, hein. J'éclaire seulement dans mon travail. Alors bon, on fait pas mal de travaux, d'études, etc. Jamais tout seul. Hein. Un homme seul est en mauvaise compagnie, disait Oscar Wilde, et je pense qu'il a raison. Donc là, on essaye d'anticiper ce qui peut se passer. Et donc, un exemple, on nous a demandé de réfléchir à finalement les conséquences de la montée du niveau de la mer d'ici 2100 et qu'est-ce que la prospective peut apporter.
Donc on a travaillé, alors c'est des grosses études, 20 experts, de nombreuses variables. On a travaillé sur 3 pays aussi. On était allé en mission aux Pays-Bas, voir ce qui se passait, le plus bas des pays d'Europe. On utilise la méthode des scénarios, la plus classique. Et puis donc ça se termine par un diaporama, un bouquin, des papiers scientifiques, un livre que j'ai apporté si ça intéresse certains d'entre vous. Alors la première chose à faire, c'est de faire un système. Bon là, on construit grosso modo quelles sont les variables qui vont faire bouger le système. Bon, ça c'est classique, c'est une coupe sagittale du littoral avec des lits d'eau, etc. Bon, c'est grossi évidemment, c'est simplifié. Sinon, comme disait Paul Valéry, ce qui est compliqué est inutilisable, mais ce qui est simple est généralement faux. Donc il faut trouver le compromis entre les deux, entre le simple et le compliqué. Donc on discute beaucoup, on lit beaucoup. Le résultat, vous voyez, je ne vais pas le commenter, autrement que pour dire, voilà le tableau final avec 7 composantes, 23 variables motrices qui vont faire bouger le système. Et puis à droite, vous voyez les colonnes, ce sont des hypothèses qu'on fait. Et une fois qu'on a le tableau général, donc au total à peu près 90 boîtes qu'il faut documenter, derrière c'est des heures et même des mois de travail à une vingtaine d'experts, et on met des hypothèses, et ensuite on fait du slalom dans les hypothèses de manière à construire des scénarios. Je vous la fais courte, mais voyez, vous avez l'idée. On a abouti à 8 scénarios regroupés en 3 familles. Soit vous privilégiez l'adaptation du littoral, soit vous êtes dans le déni persistant, soit vous faites, c'est un peu un mélange des deux, un monde fragmenté. Et donc, on s'est aperçu que ce qui structurait le système, c'est 2 grands facteurs. 1, l'adaptation, et 2, les efforts d'atténuation du changement climatique. On en parle beaucoup actuellement à Sharm-el-Sheikh. Alors, première famille, donc je vais expliquer, parce que souvent les graphes, on considère que ça va de soi. J'explique. L'axe des X, l'axe horizontal, c'est celui des efforts d'adaptation littorale. Ça, c'est très très naturel. On voit très bien de quoi il s'agit. L'axe vertical, c'est celui des efforts d'atténuation, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même échelle. On peut construire une digue, mais réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça prend des décennies. Sauf que c'est les 2 facteurs majeurs. D'ailleurs, ça a été cité tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que vous faites? Alors, on va se placer sur une trajectoire. Vous prenez une flèche bleue, vous partez de T0 à l'embranchement, et là, vous allez monter. Admettons que l'atténuation donne des résultats magnifiques, que tout le monde s'y mette, que la Chine signe et les États-Unis aussi. Bref. Et donc, on arrive à atténuer suffisamment tôt le changement climatique pour que les efforts d'adaptation soient mineurs. Super, on peut tous rêver. Donc là, on a une flèche un peu idéalisée, avec peu d'efforts d'adaptation, parce que vous avez force d'atténuation. C'est clair? Bon. La flèche au bout, c'est 2100. Et la couleur vous donne le type de situation que vous aurez. C'est-à-dire là, on a du vert, un vert sympathique, maîtrise climatique. Bon. Donc le principe est le même. Je vais prendre l'opposé. Donc vous voyez, ça, c'est une famille avec des trajectoires différentes. Si je descends, si je réagis de plus en plus tard à l'atténuation, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, le scénario final va être moins sympathique. Donc on va passer, si je ne réagis qu'en 2030, à une société où on introduit la sobriété, on anticipe un peu mieux les choses. Si je vais aller encore plus loin, j'aurai des villes. On va privilégier les villes parce que sinon ça coûte trop cher, parce que je réagis qu'en 2040. Et puis enfin, si je réagis vraiment tard, je n'échapperai pas à une situation d'adaptation prioritaire parce que j'ai quand même de gros problèmes sur le littoral. Vous avez compris donc la dynamique du système. Alors, à l'opposé, il y a le déni. Le déni, soit parce qu'on n'y croit pas, ça existe, soit parce que, par inertie, je dirais, par non-décision. Ça revient à ça. Donc, soit vous maintenez ce déni pendant 80 ans, j'y crois pas trop, mais là encore, les scénarios, c'est aussi imaginer des choses invraisemblables, mais qui peuvent arriver. Donc, vous avez le scénario D3, la passivité totale. Donc, lui, c'est la catastrophe absolue, puisque vous allez vous refuser toute ni adaptation efficace, ni atténuation. Vous arrivez à ce moment-là à un état final extrême. Vous pouvez aussi corriger le tir, mais trop tardivement pour que ça change quoi que ce soit. En 2080, vous corrigez le tir et vous arrivez à l'abandon du littoral, carrément. Et puis, vous pouvez corriger juste à l'extrême limite. Vous évitez la catastrophe d'un scénario extrême. Vous n'aurez qu'un scénario grave à la fin, du déni à la réaction. Et puis, dernière famille, il n'y en a qu'une, ça on simplifie. Là, c'est un mélange de politiques. Ça vous rappelle probablement quelque chose. Et là, on est dans la fragmentation persistante. C'est-à-dire que de temps en temps, des pays font des efforts, puis après ils arrêtent, ça dépend des politiques, etc. Idem au niveau des différents pays du monde. Donc l'Europe fait des efforts, mais de manière un peu désordonnée.
Et beaucoup d'autres pays ne font rien. La résultante finale n'est pas bonne. Évidemment, si vous faites des économies, vous prenez un vélo au lieu d'avoir votre voiture, mais que les Chinois continuent à construire des centrales à charbon, ce n'est pas très efficace. Vous avez compris, donc on aboutit à un scénario extrême. Si je rassemble tout ça, heureusement que je n'avais pas commencé par un graphe comme ça, sinon je vous aurais tous perdu, eh bien vous avez, maintenant c'est clair. Ça c'est clair. Alors, pour simplifier, une chose très intéressante. Si je supprime les deux scénarios les plus extrêmes, évidemment personne ne croit au scénario 1, même pas moi, et ni au scénario D3, c'est invraisemblable que tout le monde soit dans le déni jusqu'à la fin du siècle. Bien, il nous reste 6 scénarios sur 8 plausibles. Dans ces scénarios, j'en ai les 2/3 qui aboutissent à des situations graves ou extrêmes. Alors ça, c'est vraiment intéressant comme conclusion. Parce que vous voyez, on peut jouer avec des scénarios, tout ce qu'on veut, etc. Mais enfin, on a quand même 2/3 de chance pour que ça se termine plutôt mal. Donc on a intérêt à s'y mettre quand même. Alors un exemple, le Vietnam. Bon, le Vietnam, c'est un pays de 100 millions d'habitants, qui est construit sur principalement beaucoup de montagnes là-bas, 2 grands deltas, le Mékong au sud, le fleuve Rouge au nord. Au sud, Ho Chi Minh Ville, ex-Saigon, au nord, Hanoï. Bien, donc c'est là où se concentre la population et surtout la production de riz, d'aquaculture, etc., etc. Le problème, c'est qu'il y a 19 barrages en amont du Mékong, dont la moitié chez les Chinois, et donc ces barrages prélèvent de l'eau, de plus en plus d'eau. Comme il y a moins en moins d'eau douce qui arrive jusqu'à la mer, les deltas, c'est des éponges. Qu'est-ce qui se passe quand une éponge sèche sur votre évier? Elle se racornit, elle s'aplatit. C'est exactement la même chose. Les deltas sont de grandes éponges. Résultat, le terrain descend à cause du déficit d'eau douce qui regonflerait les argiles gonflantes par définition. Donc tout ça fait qu'en réalité, la montée du niveau de la mer est 4 fois plus rapide observée sur place que la réalité. Résultat, elle monte de 1,5 cm par an. 1,5 cm par an, c'est mon doigt. Vous voyez? Ça, chaque année. Donc vous voyez, pour faire une année, ça fait ça. Une décennie, ça fait ça. Alors le problème, c'est qu'on est dans le déni au niveau du gouvernement vietnamien. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont coupables. Ils extraient du pétrole, du gaz, de l'eau, des graviers. Si vous arrachez au sol à des quantités de centaines de milliers de tonnes, un peu partout, ça devient un vrai gruyère. Et donc, le sol s'affaisse. Idem dans le fleuve Rouge. Ça, c'est le destin de beaucoup de deltas. C'est la même chose dans tous les grands deltas, puisque vous savez qu'il y a de moins en moins d'eau douce disponible. Pourquoi? À cause des usages humains. Très bien. Et puis, forcément, donc, dans ces cas-là, les deltas descendent. Donc là, on est vraiment dans une position délicate. Vous voyez un exemple de la salinisation des terres. Le marron foncé, c'est quand même 24 pour 1000. C'est-à-dire les 2/3 de la salinité de l'eau de mer. Donc là, il n'y a plus rien qui pousse, évidemment. Et puis, vous remontez pratiquement jusqu'à des villes qui font 1 million d'habitants, dans lesquelles, quand on creuse un puits, on tombe sur de l'eau saumâtre. Donc vous voyez, alimenter en eau une ville d'1 million d'habitants, quand vous avez que de l'eau saumâtre sous les pieds, c'est quand même un peu compliqué. Résultat, ils sont en train d'envisager l'évacuation de la ville de Canteux, qui fait ce million d'habitants, et de la relocaliser ailleurs. Vous voyez, nous, on en est à relocaliser des campings, eux, des villes. Vous voyez, ce n'est pas la même affaire. Ils envisagent même de suturer. Il y a 5 bras qui arrivent du Mékong à la mer. Ils envisagent de suturer, de bloquer avec des barrages deux bras du Mékong pour avoir assez d'eau douce pour faire de pistons contre l'eau de mer. Vous voyez, c'est des enjeux énormes. Autre pays, alors là, on prend une problématique plus proche de nous, mais je dirais aussi catastrophique potentiellement, les Pays-Bas, bien nommés. Donc il y a eu une grande prise de conscience en 1953, puisqu'il y a eu une catastrophe, et donc la mer a envahi, a cassé des digues, l'eau douce aussi s'est accumulée parce qu'il y avait des fortes pluies. Il ne faut jamais oublier que le premier danger, en fait, ce n'est pas tellement la mer, c'est si la mer monte, les fleuves ne peuvent plus s'écouler. Vous le savez ici, les épisodes sévenols, on connaît bien, mais on connaît bien à petite échelle. Imaginez les Pays-Bas, il y a 3 fleuves qui arrivent, le Rhin, la Meuse et l'Escaut. En fin d'hiver, le débit de ces 3 fleuves, c'est 24 000 mètres cubes à la seconde. Alors vous allez me dire, c'est tellement abstrait comme chiffre, c'est quoi? Eh bien, c'est 4 fois le Rhône en crue. Le Rhône en crue, c'est 6 000 mètres cubes à la seconde. Donc vous imaginez, comment est-ce qu'on fait pour stocker 4 fois le Rhône en crue dans un pays qui est plat comme la main et dont le point bas est à moins 7 mètres? Eh bien, on ne peut rien faire. Il faut stocker, et puis dès que la mer est basse, on pompe pour l'envoyer à l'extérieur. Vous imaginez? Donc, ils ont mis en place un plan colossal
qui est le plan Delta, dont il termine seulement maintenant la mise en place. Vous imaginez, 1953, c'est l'année de ma naissance, alors vous imaginez, ça fait vraiment loin. Donc, ils ont créé des ouvrages d'art magnifiques, ils ont protégé l'entrée du port de Rotterdam avec un ouvrage absolument colossal, de manière à protéger Rotterdam, qui sera petit à petit submergé. Et puis, ils font même de l'habitat flottant, vous voyez à droite, là, à Amsterdam. Parce que l'axe, grosso modo, vous voyez à peu près les Pays-Bas, l'axe Rotterdam-Amsterdam, c'est-à-dire toute la plaine centrale, Utrecht, Breda, etc. Tout ça, ça devrait être submergé à long terme. Bon. Donc, ils sont en train d'ailleurs de délocaliser le port de Rotterdam en aval. Ils le construisent sur la mer du Nord. Donc, vous voyez, il y a une accélération du phénomène, donc il faut en tenir compte. Il y a des travaux colossaux, mais les Pays-Bas, c'est un pays riche, à l'opposé du Vietnam. Donc, vous voyez, par rapport à un même phénomène, vous avez deux réponses possibles. Les meilleurs ingénieurs du monde en hydraulique, c'est les Pays-Bas. Donc, ils ont les moyens de réagir. Et puis derrière, au pire, ils iront demander asile chez les Allemands, les Belges, voire les Français, donc de manière à pouvoir garder l'essentiel de leur pays. Tout à l'heure a été signalé le problème de dépoldarisation. Ils ont commencé à dépoldériser. Alors que quand moi je faisais de la géographie à l'école, on me disait, regardez l'exemple, la conquête de la mer par les Pays-Bas, les immenses polders, le Zuiderzee, etc., etc. Aujourd'hui, ils dépolderisent, pas tellement pour laisser à la mer en permanence, pour avoir des réservoirs de stockage en cas d'événements météorologiques extrêmes. Donc finalement, deux images pour résumer. Nous sommes, là c'est une simulation sur le Lido Frontignan-Palavas, un peu plus au nord. Alors il va falloir choisir la stratégie, vous commencez à être familier maintenant de ces mots, protéger, s'adapter ou reculer. Voilà, donc alors vous allez me dire, oui mais quand ? Et combien ça va coûter ? Voilà, donc là on voit très bien que Maglone, avec sa cathédrale du XIe siècle, elle va devenir quasiment une île, et peut-être une presqu'île, en tout cas, et alors je ne vous rajoute pas le siècle suivant, c'est-à-dire qu'en fait, si on se projette à un siècle, on rentre en 2122, c'est difficile à s'imaginer, mais nous, les prospectivistes, on fait ça, ça devient une île, parce que ça coûte trop cher de protéger. D'accord ? Merci de votre attention.